avait quelqu'un qui a dit que je peux pas jouer aux poupées, et après j'ai pleuré. Bienvenue sur Papatriarcat, le podcast qui réfléchit la parentalité au XXIe siècle en essayant de l'affranchir du modèle patriarcal. Aujourd'hui, je reçois Fabrice Florent. Entrepreneur français avec près de 20 ans d'expérience, il a fondé en 2005 et dirigé jusqu'en 2020 le média féministe Mademoiselle, un espace influent pour les femmes. Après la vente de ce média, Fabrice s'est orienté vers la production de podcasts, un domaine qu'il avait déjà exploré pendant son temps chez Mademoiselle. Alors il est notamment connu pour Histoire de Daron, l'un des premiers podcasts sur la paternité qui est toujours d'actualité, et Histoire de succès, Histoire de mec, Histoire de daronne aussi. Plus récemment, on refait l'amour avec Angelo Follet, et bien entendu le truculent Fab et Mimi Show avec Mimi Hegel. C'est son podcast Histoire d'argent, créé aussi assez récemment, qui va nous intéresser aujourd'hui, et sa reconversion de coach en relation à l'argent, un des grands tabous de notre société. Parce que des épisodes sur l'éducation à l'argent, sur la gestion financière, faire des économies, etc., comment essayer d'avoir beaucoup d'argent, j'en ai vu plusieurs, mais jamais sur comment transmettre à nos enfants une relation saine à l'argent. Parce qu'une relation saine à l'argent, c'est pas forcément avoir beaucoup d'argent, c'est beaucoup plus complexe, intime que ça. Et nous voilà donc avec Fabrice pour en parler. Nous discuterons de l'importance de parler des questions financières explicitement avec nos enfants, plutôt que de les laisser deviner ou d'essayer de les préserver à tout prix. Fabrice souligne que les enfants sont capables de comprendre les hauts et les bas et que la transparence peut les préparer à naviguer dans leurs propres futures finances avec plus de sérénité. Il nous relate comment il s'efforce d'améliorer sa propre relation à l'argent depuis ce qui a fondamentalement changé la manière dont il en parle à ses filles. Je peux aussi vous en parler personnellement, puisque moi, le coaching et une formation sur la relation à l'argent, c'est quelque chose que je me suis offert en 2021. Et depuis, je n'ai toujours pas fini par ailleurs. Et c'est quelque chose qui, en effet, permet de vachement assainir notre relation à l'argent, de venir nous chercher sur qu'est-ce que ça provoque chez nous, d'où ça vient. Bref, c'est passionnant. Nous aborderons donc des anecdotes personnelles, comme celle où sa fille aînée a innocemment questionné leur niveau de richesse, ou encore les précieux moments où Fabrice a initié ses enfants à la gestion de leur propre argent de poche. Il insiste sur l'importance de la responsabilisation financière dès le plus jeune âge et explique comment cela peut influencer de manière positive leur perception de l'argent et leur estime de soi. Au-delà des finances, Fabrice nous donne un aperçu de l'impact des valeurs parentales sur nos enfants, notamment dans le cadre de l'équilibre entre les héritages financiers et les expériences de vie. Nous explorerons également les effets des peurs financières, transmises par nos parents, et comment elles peuvent affecter notre comportement en tant qu'adultes. Je ne manquerai pas de partager mes propres expériences, notamment sur la gestion de l'argent en tant qu'adolescent et jeune adulte, et la manière dont les sanctions financières peuvent jouer un rôle dans notre développement personnel et professionnel. Alors installez-vous confortablement, et soyez prêts et prêtes pour un épisode captivant et enrichissant. N'hésitez pas à vous abonner au podcast, à laisser une note avec un max d'étoiles partout où c'est possible, ainsi que commenter comme sur Apple Podcast et Spotify, là-bas je peux même vous répondre. On se retrouve aussi sur les réseaux sociaux comme Instagram, Facebook, TikTok et LinkedIn. Vous pouvez aussi réagir en laissant un audio sur l'outil SpeakPipe, même depuis votre téléphone, le lien est en description de l'épisode. On y va tout de suite avec ma première question, Fabrice. Pourquoi est-ce que c'est important d'aider nos enfants à développer un rapport sain à l'argent dès le plus jeune âge ? Je vous souhaite une bonne écoute. Alors, waouh, Première question. C'est une énorme question parce que, en gros, moi, dans ce podcast, ce que je fais, c'est que je vais chercher, et d'une manière générale, dans cette formation, ce que je vais faire avec les gens, dans cet accompagnement, c'est d'aller chercher quelle projection ils ont sur l'argent. Et pour moi, ça, c'est déterminant. Donc, et souvent, cette projection-là, elle vient, la plupart du temps, d'une manière ou d'une autre, de la projection de nos parents. C'est quelque chose que nos parents nous refilent de façon totalement implicite en plus, inconsciente souvent, parce qu'il y a des peurs, parce qu'il y a des projections avec lesquelles eux-mêmes ont du mal, et souvent qui viennent eux-mêmes de leurs propres aïeux, quoi, de leurs propres descendants. Donc il y a des casseroles en fait qui se refilent de génération en génération sur le sujet, et à la fin les gens finissent par atterrir dans mon canapé et venir me raconter que en gros, pour eux, l'argent, c'est la peur. C'est la peur de finir sous un pont. C'est la peur de manquer. C'est la peur de jamais en avoir assez. Et quand tu leur demandes avec combien tu te sentirais à l'aise, ils sont incapables de répondre parce que ce chiffre-là n'a strictement aucune valeur finalement.
Et peut-être que la seule sécurité qu'ils devraient aller chercher, c'est en eux, quoi. Mais ça, c'est un autre sujet. Mais qu'est-ce qui fait que c'est important, en fait, d'avoir un rapport sain à l'argent, d'une manière générale pour nos enfants, mais aussi pour nous? C'est que, comme tu le disais, l'argent est partout. Enfin, j'ai pas mal réfléchi là. Je te disais, ça fait 1 an et demi que je suis en train de travailler vraiment sur le rapport à l'argent. J'ai pas mal réfléchi. Je me suis dit, est-ce qu'il y a autre chose qui régit nos relations d'une manière générale avec l'intégralité du monde? J'ai pas trouvé. La communication, bon, ça c'est la base, tu vois. Le lien affectif, l'amour, tu vois, de manière générale quand même. Bah, non, parce qu'en fait, ce qu'on projette en termes d'attachement, tu vois, sur les autres. Pourquoi pas? Tu peux très bien, ceci dit, tomber sur un SDF dans la rue et qui va te demander de l'argent, et d'un coup d'un seul, tu as une relation à l'argent avec lui. Tu décides si tu veux ou non donner. Pas sûr que tu aies forcément un lien affectif. Ah ouais, bon point. Ouais, mais je te jure, j'ai taffé. Hein. Pareil, tu vois, dans ta relation avec ton patron, dans ta relation avec, dans ton couple, on a fait toi et moi un épisode avec ta femme qui était hyper intéressant aussi. J'en fais très régulièrement. Vous étiez le premier. Maintenant, j'en fais de plus en plus. J'en fais très régulièrement avec des invités, avec tes enfants, avec ta famille plus ou moins éloignée. Il y a des histoires d'héritage. Franchement, j'ai beaucoup cherché. J'ai pas trouvé. Et je te dis, même avec des inconnus dans la rue, tu peux très bien aller boire un café et décider si tu mets un bal de plus pour le pourboire, pour le serveur ou la serveuse ou pas, tu vois. C'est toi qui décides, en fait. Ça marche même sur ton Uber, tu vois, par exemple. Exactement. Ouais. Même si tu n'as pas parlé à un seul instant à ce monsieur ou à cette dame. Tu peux dire, tiens, en fait, j'ai envie de te rajouter 1, 2, 3, 4, 5 balles si tu veux. Donc là, je vois bien l'importance, parce qu'en effet, c'est quelque chose qui est présent partout, pour l'instant. Bon, a priori, ça risque pas de changer demain. Hein. Mais est-ce que peut-être déjà, ce qui pourrait être intéressant, c'est d'essayer de définir, c'est quoi un rapport sain à l'argent? Pour moi, en quoi c'est important d'avoir... Ah oui, mais j'allais te dire justement, pourquoi c'est important d'avoir un rapport sain, c'est que justement, l'argent est partout, ok, on a tous une relation à l'argent, qui est souvent héritée de nos parents, parce qu'en fait, quand on est petit, tout est gratuit. Le manger, c'est gratuit, prendre soin de soi de la part de ses parents, c'est gratuit, et puis en fait, tu grandis, et un jour, tu te rends compte qu'en fait, tes parents vont travailler, et qu'ils vont travailler pour aller chercher de l'argent. Et là, d'un coup d'un seul, il y a un truc qui se crée sur, ok, l'argent... Souvent, les gens, je leur demande aussi leurs premiers souvenirs en rapport avec l'argent. Il y a un truc assez jeune qui se joue sur, tu vois, ok, tes parents t'ont donné une pièce, et en fait, tu vas chercher des trucs à la boulangerie. En fonction de l'âge, tu as plus ou moins de bons becs en échange de ce que tu allais chercher avec tes petits sous. Mais un jour, faut retourner de la pelouse pour avoir cette même somme d'argent. Exactement, donc mais on va en parler, tu vois. Et c'est intéressant parce que, comment dire, ce lien qui finit par être un peu invisible dans cette relation à l'argent, qui peut être criblé d'émotions, qui peut être criblé de peur, d'émotions positives ou d'émotions négatives d'ailleurs, finit par créer des comportements dans la vraie vie qui peuvent, tu vois, typiquement comme moi, j'avais peur d'augmenter les gens, j'avais trop peur d'augmenter les gens, qui finit par avoir des comportements qui se créent dans la vraie vie, tout comme si tu as peur de dépenser ton argent, tu vas peut-être aller au restaurant. Moi, j'ai reçu des gens dans ce canapé, tu vois, dans le podcast, où ils avaient tellement peur de dépenser trop d'argent au restaurant que 3 jours avant, quand ils allaient faire un resto avec les potes, ils étaient l'estomac serré, parce qu'ils se disaient, oh là là, il va falloir que je prenne en plus une boisson, et puis si tout le monde veut prendre une entrée, moi, comment je vais dire? Et puis après, peut-être qu'ils vont même vouloir diviser la fameuse blague de diviser la note, tu vois? Et moi, j'ai pas envie de diviser la note, ils auront forcément pris plus que moi, etc. Enfin, ça a créé des trucs incroyables, des prises de tête incroyables, alors qu'à la base, ça devait être juste un bon moment, quoi, tu vois, ce restaurant. Et donc, en quoi c'est important d'avoir une relation saine à l'argent? C'est que ça te permet, je crois, de pouvoir nettoyer l'intégralité de ces comportements et des émotions qui vont avec, et de pouvoir continuer à les voir sans les subir. Moi, par exemple, je me suis rendu compte, et pour le coup, c'était pas un truc qui me pourrissait la vie, tu vois. Je me suis rendu compte il y a quelques mois de ça, je suis célibataire, j'étais dans des dates, et en fait, systématiquement, je payais au premier date. C'était simple pour moi, c'était hyper tranquille pour moi, c'était même pas, tu vois, je n'y mettais rien du tout derrière, c'était juste, je me suis rendu compte, pour m'éviter d'avoir ce moment gênant de ok, est-ce que c'est toi qui paye, est-ce que c'est moi qui paye, est-ce qu'on fait moitié-moitié, et si on fait moitié-moitié, si je dis ça te dérange pas si on fait moitié-moitié, peut-être que la meuf va se dire ok, les radins, et j'avais surtout pas envie qu'on me prenne pour un radin, donc c'était fastoche, tiens, je paye. Mais c'est trop intéressant parce qu'une fois que j'ai compris ça et que j'ai compris que je faisais ça de façon automatique, je me suis aussi dit ok, qu'est-ce que ça crée derrière forcément comme
relation dans mon interlocutrice qui est en face, qui peut-être se dit Elle peut interpréter des trucs. exactement. Et ça, mais c'est pareil, c'est que de l'implicite. On n'en parle pas, tu vois. Donc, je me suis dit, la prochaine fois que ça arrive, prochaine fois que tu as un date, tu vas tout simplement attendre et tu vas observer, tu vas regarder. Et tu vois, c'est pas du tout un truc qui me pourrissait la vie au quotidien. Mais là, pour le coup, j'avais déjà pas mal creusé, j'avais déjà pas mal nettoyé de trucs. Et je me suis dit, tu vas voir, tu vas regarder, tu vas observer aussi l'émotion que ça fait en toi, de à un moment donné de ne pas sortir ta carte bleue de façon un peu automatique et de dire t'inquiète pas, c'est moi qui paye. En plus, il n'y avait même pas un côté chevalier blanc, c'était juste vachement plus simple, tu vois. T'inquiète, je paye, comme ça on n'a pas cette discussion. Ouais, en fait, le t'inquiète pas, c'est moi qui paye, c'est limite, tu te le dis à toi, en fait. Bien sûr, Tu vois. c'était vachement plus simple. T'inquiète pas, tu vas pas vivre ce moment, c'est moi qui paye. Exactement. Et donc là, je nous ai fait vivre tous les deux ce moment. Je l'ai vécu aussi. C'était pas facile parce que ça a créé d'un coup d'un seul de la peur, de l'appréhension. C'est trop intéressant de le regarder en face. Et en fait, le fait d'avoir travaillé ma relation à l'argent aujourd'hui me permet tout simplement de pouvoir vivre ce moment de façon beaucoup plus tranquille. Maintenant, je n'ai plus aucune velléité à payer systématiquement. Je regarde ce qui se passe, je regarde ce qui se passe en face, je regarde aussi ce qui est proposé, parce que quand je payais systématiquement, automatiquement, ça a fermé aussi la porte à peut-être que la femme en face a envie Bien sûr. de m'inviter, quoi, tu vois. Et Bien sûr. ça dit aussi quelque chose sur le donner et le recevoir. Mais ça, peut-être qu'on en parlera après. Donc, si je comprends bien, est-ce qu'on peut dire qu'un rapport sain à l'argent, c'est un rapport où on n'est pas dans un rapport, en tout cas, de peur, et à minima, un rapport qu'on s'autorise à interroger, peu importe les situations. Exactement. Parce que pour moi, avoir un rapport sain à l'argent, c'est juste d'avoir conscience de ce qui est en train de se passer en toi par rapport au Mhm. sujet de l'argent. Et d'avoir effectivement des projections positives, c'est trop bien. C'est-à-dire, OK, j'ai de l'argent de côté, je décide de le mettre de côté parce que dans X mois, j'ai envie de m'acheter ça. Enfin, il y a un truc très positif autour de ça. J'ai envie de faire cet argent d'un truc positif dans ma vie, quoi. J'ai envie d'acheter ça, j'ai envie d'investir dans ça, j'ai envie de... Peu importe. Donc là, c'est hyper positif. Mais si tu te rends compte qu'il y a des trucs aussi qui t'empêchent de pouvoir agir en toute liberté, c'est hyper important, je trouve, de les regarder en face et de se dire, OK, qu'est-ce qui est en train de se jouer là? Qu'est-ce que ça crée en émotion? Qu'est-ce que ça crée comme émotion chez moi? Et comment je peux faire pour, je sais pas, me mettre en situation pour faire en sorte de l'affronter, quoi, d'une manière ou d'une autre. Je me permets de préciser pour l'auditoire qui ne connaît peut-être pas encore Histoire d'argent et différentes situations évoquées, que ça peut être aussi des émotions positives dans le cas inverse. En mode, je n'ai pas d'argent de côté, je vis au jour le jour et je suis très content de surtout pas avoir d'argent de côté. Ça aussi, c'est quelque chose à interroger, hein, parce que en fait, c'est pas forcément. Ce que je veux préciser, c'est juste qu'on n'est pas en train de dire qu'il faut avoir beaucoup d'argent. Non. C'est juste la relation à l'argent, vraiment, Oui. le sujet. J'ai interviewé un mec qui s'appelle Certes Mathurin, qui est un humoriste, qui vient d'une famille haïtienne. Donc lui, aujourd'hui, il a de l'argent, mais ses parents venaient d'Haïti, ils sont arrivés en France, ils n'avaient pas une thune. Et son père disait sans arrêt, on n'est pas riche, mais on est riche de plein d'autres choses. Ben justement, tu parlais, tu vois, de l'exemple pour les parents que ça peut avoir. Bon, on va pas refaire l'épisode avec tes invités. J'invite les gens à aller écouter les épisodes que tu pourras citer. Mais comment est-ce que nous, on peut, parents, introduire les concepts de base sur l'argent et de la valeur dès la petite enfance? La valeur de l'argent. La valeur de l'argent, et peut-être que plus tard dans la discussion, je pense qu'on va vite développer sur ce que ça dit de la valeur de notre personne, parce que Oui. c'est quand même très très lié. Toi, comment est-ce que tu penses que dès la petite enfance, on peut parler de l'argent avec les enfants, quoi? Je veux dire, déjà, est-ce qu'il faut en parler? Est-ce que c'est une obligation? Et comment est-ce qu'on peut en parler pour qu'ils aient un rapport sain? Et encore une fois, je le précise pour l'auditoire, qu'on ait beaucoup d'argent ou pas sur son Oui. compte en banque. Le problème, c'est qu'il faut en parler. Ok. C'est-à-dire que tant qu'on n'en parle pas, on fait en sorte qu'il y ait de l'implicite derrière. Et l'implicite, c'est le pire de tout. Après, moi, j'ai entendu des tas et des tas de gens dans ce canapé parler des peurs, par exemple, où tu sais, il y a des trucs très concrets, du genre ma mère ou mon père, ils faisaient les comptes tous les mois, ils sortaient toutes leurs factures pour pointer, machin. Et souvent, ça s'accompagnait de oh là là, on va pas s'en sortir, oh là là, putain, c'est chaud. Et en fait, c'est autant de petites phrases qui sans doute sont importantes pour les parents à ce moment-là de sortir parce que ça fait créer beaucoup d'émotions, etc. Et je le comprends vraiment, hein, c'est pas pour juger, hein, mais c'est juste les gamins sont dans la pièce d'une manière ou d'une autre ou autour et en fait ils entendent. C'est finalement assez rare que les gamins interrogent parce que juste ils prennent et si vous avez la chance d'avoir un môme qui vous interroge à ce moment-là qui dit ah ouais, parce que c'est compliqué, c'est trop intéressant parce que ça ouvre une porte. Après, qu'est-ce que vous faites de cette porte ouverte? Mais j'ai surtout envie de dire pour moi à quel point c'est important. Et tu vois, par exemple, je sais que, je vais parler de moi,
pour avoir beaucoup travaillé sur ma relation à l'argent depuis 4 ans, là, je sais que ça a totalement changé ma relation à l'argent avec mes filles. Parce que j'ai 2 filles aujourd'hui qui ont 17 et 15 ans, là, 16 et 18 cet été. Et ça a changé plein de choses dans ma façon de leur parler de l'argent. Parce qu'avant, je leur en parlais pas. J'ai une anecdote incroyable, c'est que donc, mes filles sont allées dans un collège privé à Lille. Et un jour, ma fille aînée a demandé à sa mère, donc là c'était avant qu'on divorce, hein, aujourd'hui on est divorcés, maman, est-ce qu'on est riche? Excellente question. Franchement, Grosse question. grosse question, excellente question. Et donc, ma femme à l'époque, qui, à mon avis, a été un peu désarçonnée par cette question, a dit on est bien. Pire réponse. C'est pas contre elle, mais juste pire réponse. Parce que, en fait, elle était en train de demander ça par rapport à ses copains, ses copines, qui voyaient les gamins avaient des grosses voitures, tu vois, ou ils partaient en vacances systématiquement, à Noël, Les à Pâques. marques des fringues, peut-être aussi. Les fringues aussi, etc. Et en fait, je ne sais plus comment c'est venu, parce qu'en plus, c'était une discussion qu'elles avaient eue à deux. Moi, j'étais pas dans la discussion à ce moment-là, mais c'est venu quelques mois plus tard, où elle a remis le truc à table. On était à table tous ensemble. C'était trop intéressant parce que je lui ai dit ah, mais alors pourquoi tu poses cette question d'abord? Et donc là, c'était intéressant parce qu'elle est venue raconter qu'elle se sentait parfois un peu en décalage par rapport à ses potes, parce que nous, à l'époque, on n'avait rien à foutre de mettre de l'argent dans une voiture, on devait avoir une Clio ou une petite voiture, tu vois. On n'avait pas besoin d'avoir une Audi A8 ou je sais pas quoi, tu vois, on s'en foutait complètement. De la même façon, elle se disait, ouais, effectivement, bah, mes potes, elles ont plein de marques, et moi, j'en ai pas du tout. Ok, on a pris tout ça, on a expliqué les priorités. Tu vois, bah, par exemple, tes potes, peut-être que c'est important pour elles, pour les parents de tes amis, d'avoir un statut social et d'avoir une grosse voiture. Peut-être qu'à côté de ça, ils mangent des pâtes. Mais nous, on a décidé de faire autrement, tu vois, par rapport à tout ça. Et je lui disais, tu vois, par exemple, il y a autre chose aussi. Et là, j'ai commencé à l'introduire à Bourdieu, n'est-ce pas? Je lui ai dit, bah, il n'y a pas que le capital financier qui compte, il y a aussi le capital culturel. Tu vois, par exemple, toi, il y a Alison Wheeler qui te suit sur Instagram, tu vois. Donc Alison Wheeler qui est une comédienne qui a percé et qui est une amie à moi, donc on a fait des vidéos avec les filles, elle connaît les filles et tout, on est parti de temps en temps en week-end, et je lui dis tu vois ça par exemple c'est un truc que tes copines avec tout l'argent du monde elles pourront jamais se payer, et ça n'a strictement rien à voir avec de l'argent financier. En revanche, oui, c'est aussi une forme de richesse. Tu as ces gens-là dans ton entourage, tu vois. Ça veut dire qu'à un moment donné, non pas que c'est important d'avoir un carnet d'adresses, tu vois, mais en fait, c'est des gens avec qui tu vas pouvoir partir en vacances, qui vont peut-être t'amener d'autres choses, qui n'a strictement rien à voir avec une grosse voiture. C'était trop intéressant cette question, et ça a amené plein d'autres questions, plein de sujets. Mais surtout pour moi, l'important, c'est vraiment de bosser en tant qu'adulte, en tant que soi-même, en tant que parent, sur sa propre relation à l'argent, et de faire attention à ce que vous dites et à ce que vous faites et à la façon dont vous renvoyez vos propres peurs, vos propres projections, qu'elles soient positives ou négatives d'ailleurs, à votre enfant. C'est vraiment la clé de tout, c'est de le faire en conscience. Parce qu'on ne parle tellement pas d'argent. On n'a tellement pas de conscience de ce qu'il y a derrière l'argent. Alors si on parle d'argent, comme tu disais tout à l'heure, on parle des investissements, comment faire pour faire en sorte de pouvoir investir le mieux possible, est-ce qu'il faut acheter, est-ce qu'il faut louer, nani nana, bref. Là, il y a plein de questions qui sont plus techniques. Mais souvent, moi, je reçois les gens dans mon podcast qui sont souvent des super bons investisseurs, mais à côté de ça, ils investissent parce qu'en fait, ils ont tellement peur de dépenser leur argent qu'ils préfèrent investir l'intégralité de leur argent, et de ce fait-là de se priver au quotidien de petits plaisirs qu'ils pourraient se faire. Ils vont pas au resto, ils vont pas se faire kiffer d'une manière générale, parce qu'ils se disent ok, notamment j'avais un invité qui s'appelait Maxime qui était incroyable, il disait tu te rends compte que si je vais dépenser 15 euros aujourd'hui dans un resto, en fait ces 15 euros là dans 20 ans ils voudront peut-être 15 000. Et je lui disais, mais c'est ça ta vie alors? C'est-à-dire que tu passes ton temps à penser à dans 15 ans. Mais oui, parce que lui, son truc, c'était, il faut que j'investisse le plus possible et le mieux possible, parce que dans 15 ans, cet argent-là vaudra de l'argent. Et je lui disais, mais la vie, elle est aujourd'hui, quoi, tu vois, et c'est important. T'as cette phrase que j'ai entendue dans ton podcast, hein, qui est finir par être plus riche du cimetière. Oui, Non, mais c'est pas moi, hein, c'est un vrai sujet. C'est Coluche, hein. C'est un vrai sujet. Ben voilà, Si je me trompe pas. c'est un vrai sujet, quoi. Il y a cette notion d'équilibre, parce que tu parles d'interroger nos rapports d'argent adulte, et c'est vrai qu'il y a cette notion d'équilibre, de choses dont on a hérité, et de se rappeler que c'est aussi montrer à nos enfants que la vie, hein, elle est là pour être vécue aussi, quoi. Ouais. Donc, et moi, ce que je trouve hyper intéressant, si tu veux, c'est que nous, on a fait l'instruction en famille, par exemple, et en instruction en famille, j'ai croisé des familles qu'on pourrait catégoriser de riches, si on veut, mais en fait, j'ai croisé majoritairement des familles qui avaient très peu de moyens financiers,
mais qui avait une toute autre richesse, si tu veux, dans le vécu, dans l'instant et tout. Et c'était vraiment génial de discuter avec ces enfants-là et de voir que l'argent, en fait, bizarrement, tu vois, dans ces familles-là, bah, c'était moins un sujet Bah oui. que chez des familles qui en avaient plus. Et j'ai trouvé ça super intéressant. Et tu vois, moi, je m'interroge aussi sur... parce que moi, j'ai une petite fille qui a 5 ans. J'ai donc fait ce petit coaching. Et tu vois, je m'interroge aussi des fois sur, par exemple, quand on joue à la marchande. Quand on joue à la marchande, tu vois, où on va jouer avec des choses. Elle va vendre des choses. Donc, Ouais. elle a ces petites pièces là en plastique. Ouais. Et c'est vrai que tu vois, il y a des phrases qui m'interrogent, genre... Ah, t'as beaucoup vendu, tu vas avoir beaucoup d'argent. Est-ce que ça doit être ça le but? Et tu vois, et je me dis, est-ce que ces petites phrases-là, est-ce que ça construit des choses? Qu'est-ce qui se passe quand on joue au Monopoly avec nos enfants, tu vois? Ouais, si tu vois, ces situations-là, est-ce que c'est pas dans ces situations-là aussi qu'on transmet des choses Bien de sûr. manière tout à fait Bah, implicite? et inconsciente souvent. Et pour moi, c'est intéressant parce que je trouve que ce qui est cool, c'est d'interroger ce que ta fille va faire avec cet argent. Tu vois, là, tu as de l'argent avec tes pièces et tout. Ok, qu'est-ce que tu vas en faire? Est-ce que tu vas l'utiliser pour le mettre de côté parce que tu as envie justement d'acheter dans quelques mois un truc plus gros? Est-ce que tu vas l'utiliser tout de suite parce qu'en fait, tu as envie d'acheter des bons becs là tout de suite et que c'est trop bien et que tu as envie d'avoir ça tout de suite? Est-ce que tu as envie de l'utiliser pour acheter quelque chose qui est tangible? Est-ce que tu as envie de l'utiliser pour des expériences aussi? Ou alors est-ce que tu as envie de l'utiliser, de le garder pour toi? Et surtout parce qu'en fait, tu vas venir y projeter de la peur derrière et que si tu n'en as pas assez, peut-être ça va mal se passer pour toi, quoi. Et ça, tu vois, je crois que c'est un truc que tu peux faire dès tout petit. C'est-à-dire, OK, qu'est-ce que tu as envie de faire avec cet argent? Et de venir interroger une forme d'action et de mouvement aussi. Parce que pour moi, ce qui fait que ça peut être compliqué parfois chez les gens qui cristallisent de la peur, c'est qu'il y a un peu ce truc de il faut surtout pas toucher, il faut surtout pas y toucher, il faut pas bouger, il faut pas faire en sorte de le faire vivre finalement cet argent et de l'investir et de alors ou si je l'investis, peut-être que tu peux l'investir dans des trucs qui vont foirer et c'est pas très grave parce que peut-être que tu vas investir d'autres trucs qui vont marcher. Ce que je vois souvent chez les gens, c'est plutôt qui ont de la crispation, qui ont des peurs, tu vois, c'est plutôt un vrai du contrôle, du besoin de contrôle et de ce fait, pas trop de mouvement quoi. Mais ça signifie aussi que toi, en tant que parent, il faut que tu aies bossé ça. Ouais, non mais C'est dur, c'est super dur. c'est bien sûr, c'est le cœur du sujet, hein, tu Ouais. l'as déjà dit, et bien sûr qu'on y revient. Ouais. Il faut le bosser soi-même. Il y a pas de. Mais j'ai envie de te dire, c'est comme, pour moi, c'est comme tous les grands sujets avec les enfants, quoi. C'est comme l'éducation non violente, c'est comme sûr. beaucoup de choses en fait qui viennent chercher ce qu'on a connu, ce qui s'est ancré en nous. Et c'est ce qui s'est programmé même en nous. Et voilà, comment est-ce qu'on vient travailler avec tout ça? Je voudrais reprendre ton exemple là, de la famille qui fait ses factures, et puis on s'aperçoit que ça va être un moment compliqué en fait, en termes de disponibilité financière. Comment est-ce qu'on peut parler à des enfants, alors peut-être de différents âges? Alors, moi je pars du principe que si un enfant, quel que soit son âge, pose une question, c'est qu'il est prêt à en entendre une réponse. Voilà, sur tous les sujets. Comment est-ce qu'on peut, du coup, parler de ça, si nos enfants nous questionnent en disant, mais papa, maman, est-ce qu'on manque d'argent? Qu'est-ce qui se passe, tu vois? Si ça les questionne, tu vois, qu'ils osent poser la question, ben, comment est-ce qu'on peut apporter une réponse tout en essayant de leur transmettre quelque chose de sain vis-à-vis de l'argent? Ouais. Sachant qu'on vient déjà potentiellement de prononcer une phrase qui n'est pas super saine. En fait, en vrai, si tu as dit ça, c'est que tu as déjà tressé un peu la corde pour te pendre souvent. Donc, si ton môme à ce moment-là te pose la question, je trouve ça intéressant d'essayer de venir désescalader un petit peu l'émotion que ça crée chez lui et de venir lui demander, mais encore une fois, il faut être un peu à l'aise avec le sujet aussi. Ok, pourquoi tu me poses cette question? Qu'est-ce que ça vient créer chez toi? C'est intéressant. Ça dépend un peu de l'âge, tu vois, mais a priori, tu vois, ta fille, elle a 5 ans. J'imagine que si elle pose la question, elle est aussi capable de venir exprimer ses émotions à ce Bien moment-là, sûr. quoi. Moi, je peux très bien imaginer Sarah, tu vois, si elle était dans cette situation-là, peut-être qu'elle me dirait, bah, en fait, j'ai peur de pas avoir de cadeau pour mon anniversaire. J'ai peur qu'on puisse pas, si on avait prévu de partir en vacances, qu'on puisse pas partir en vacances, tu vois. C'est peut-être ces peurs-là que ça va générer Bien chez elle. sûr. Et à ce moment-là, tu vois, moi, je trouve ça intéressant de venir dire, eh bien, écoute, oui, peut-être qu'on partira pas en vacances cette année, mais c'est pas grave, en fait, parce que l'année prochaine, on ira, et en fait, ça ira bien. Je crois que ça sert à rien de raconter aux enfants que non, non, t'inquiète pas, tout ira bien, alors que peut-être potentiellement c'est chaud. Parce que, en fait, les enfants, je crois qu'ils sont aussi capables d'entendre que parfois, bah, il peut y avoir des hauts et des bas dans la vie. Il peut y avoir des moments où, bah, en tant que parent, on peut être en colère. Il y a des moments où ça peut être plus tranquille. Il y a des moments où on est fatigué. Il y a des moments où on a de l'énergie. Bah, ça peut être un peu pareil, en fait, avec l'argent. Il y a des moments où il peut y avoir des hauts et des bas, de venir leur expliquer comme ça. Et que pour autant, il faut pas avoir peur. C'est que ça fait partie du jeu où parfois, bah, il y a un peu plus d'argent et puis parfois, il y en a un peu moins. Ça veut pas dire forcément que c'est la fin du monde quand il y a plus d'argent et qu'on va tous finir sous un pont. Ne dites pas ça, mais en tout cas, si c'est ça qui sort, parce qu'il peut y avoir aussi ce truc-là, peut-être que vous avez pu par le passé
pouvoir venir exprimer ce genre de truc. C'est vraiment un truc qui revient très souvent, hein. Je vais finir sous un pont. Quand j'essaie avec mes invités de creuser le sujet et de leur dire, OK, mais c'est quoi les étapes avant que tu arrives à terminer sous un pont? Tu as autour de toi des gens, tu as des ressources internes, externes, qui vont te permettre de pouvoir rebondir. Donc cette peur-là de je vais finir sous un pont, avant d'y arriver, et ce qui est possible, hein, tu vois, parce que la preuve, il y a des SDF partout, il y a plein d'étapes sur lesquelles tu peux éventuellement rebondir à chaque fois. Donc ouais, je trouve qu'il y a un peu ce truc de discours de vérité, moi, que je trouve assez sain, et de venir expliquer que bah, ça va, ça vient, en fait. C'est comme la vie, ça arrive de temps en temps, quoi. Est-ce que ce qu'on vient d'aborder là, ça marche aussi dans l'autre sens? C'est-à-dire, on est pété de thunes. Ça veut dire quoi, on est pété de thunes? Non, mais ce que je veux dire, c'est il y a une grande abondance, une grande disponibilité financière. Et tu vois, un petit peu comme ta fille qui vient questionner ton ex-femme. Et je sais pas, imaginons un enfant qui vient dire à son parent papa, maman, pourquoi est-ce nous, on est riches et peut-être pas les autres, tu vois? Ce genre de questions. Est-ce que ça peut pas être l'inverse, tu vois? Bien écoute, c'est très intéressant parce que j'ai un invité qui est venu m'expliquer avec plein de bonne foi que eux gagnaient beaucoup d'argent. Je crois qu'ils cumulaient à eux deux 20 000 euros net par mois, tu vois, dans leur poche. Et en fait, leur gamin est dans une école publique où ils sont dans un quartier socialement avec un peu de mixité, etc. Donc il y a des gamins qui sont à l'aise financièrement, dont les parents sont à l'aise financièrement, et des gamins qui sont plus dans la galère. Et en fait, il me dit, mais avec plein de bonne volonté, il me dit, tu sais, moi je lui ai dit, faut pas trop, ce gamin doit avoir 6-7 ans, c'est un peu le moment où souvent les enfants sont un peu obsédés par l'argent et Mhm. qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça représente, etc. Et donc, bah, lui en particulier, il posait la question, et il a dit, ah, t'en parles pas. Et je lui dis, ah ouais, tu leur as dit, t'en parles pas autour de toi, t'en parles pas à tes copains. Oui, on a de l'argent, mais il vaut mieux pas trop le montrer. Je lui disais, bah là, t'es en train d'en faire un secret. Et c'était marrant parce que vraiment, sur le moment, il a fait, ah putain, ah bah ouais, ah bah merde. Parce que lui-même avait honte de son statut et du statut que son gamin peut avoir par rapport aux autres gamins dans la classe. Et je lui disais, bah, pour moi, il y a sans doute une autre façon de venir expliquer. En fait, c'est, bah, tu vois, là, aujourd'hui, nous, on en est là. Ça veut dire qu'on a plus d'argent. Cet argent, qu'est-ce qu'on en fait? Peut-être que cet argent, on peut le redistribuer. On le redistribue d'une manière ou d'une autre. Bref, il y a 1000 façons d'expliquer à ton gamin pourquoi tu as de l'argent, plutôt que de juste lui dire fais comme si on n'en avait pas, d'accord? Vraiment. Ou encore pire, faut pas en parler. C'est pas un sujet dont on parle parce que dans ce cas-là, il y a souvent des cultures du secret qui se met en route derrière et les enfants se disent faut pas montrer l'argent. Il y a des histoires dans le podcast où il y a des gamins qui viennent ouvrir leur compte en banque pour la première fois. Ça aussi, c'est une expérience qui peut être cool, tu vois. Tu viens ouvrir ton compte en banque et l'un de ses souvenirs, cet invité que j'ai plus en tête, c'était il faut pas montrer les billets. Tu viens à la banque, mais surtout tu montres pas les billets. Donc elle était trop contente, elle venait avec ses billets et tout, tu vois, c'était des billets qu'elle avait eu pour son anniversaire, machin, qu'elle avait gardé de côté. Et en fait, je me souviens plus si c'est sa mère ou sa sœur qui lui avait dit tu laisses les billets dans l'enveloppe, faut pas les montrer. Et bah ça l'a marqué de ouf. Et de ce fait, elle avait associé l'argent à faut pas le montrer, quoi. Faut pas montrer que tu as de l'argent. Hyper intéressant. C'est hyper intéressant parce que j'ai vécu ça. Ah ouais? Ouais, j'ai vécu ça. La même chose. C'est pourtant, tu vois, dans une famille modeste, hein, clairement. C'était pareil. C'était faut pas montrer que tu as gagné de l'argent. Ah, mais ça n'a rien à voir avec le niveau de richesse. Oui, hein. non, mais je précise, t'as je raison. précise pour qu'on croit pas que c'est un truc de riche, entre guillemets, de ne pas montrer son argent. C'est que à tous différents niveaux. Il peut y avoir derrière des histoires de vol, tu vois. Ouais. Des histoires où il y a eu des faillites dans la famille qui se sont... ou alors des histoires d'arnaque, tu vois, dont parfois tu n'as même pas du tout conscience. C'est intéressant d'aller interroger ses propres parents sur leur histoire avec l'argent aussi. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui ils ont cet argent, comment ils l'ont vécu, comment ils ont grandi, c'était quoi le rapport à l'argent de leurs propres parents. Bref, c'est trop intéressant, mais il peut y avoir toutes sortes de trucs qui font qu'à un moment donné, il faut pas montrer l'argent, quoi. Ce qui n'a strictement rien à voir avec l'argent en plus. C'est ça qui est dingue. Oui, non, mais c'est ça. Comment, là, pour les parents qui nous écoutent et qui se disent, donc peut-être qu'il y a des parents d'ados ou de parents d'enfants un petit peu plus grands et qui se disent, tiens, mais en fait, waouh, je suis en train de me rendre compte que j'ai jamais parlé d'argent avec mes enfants. Est-ce que c'est un sujet qu'on doit amener nous-mêmes? Je sais pas. Peut-être que oui, quand même, à l'occasion de quelque chose d'anodin, de genre, tiens, on va aller payer à la boulangerie. Mais comment est-ce qu'on peut amener le sujet, si on se rend compte là qu'on n'en a pas parlé,
et qu'on veut pas en faire un secret, justement. Bah oui. Alors déjà, à quel point Est-ce qu'on doit créer un truc genre The Conversation? Non, je crois pas. Non. Au contraire. Pour moi, il y a vraiment un vrai truc de, comme je le disais tout à l'heure, c'est partout, dans la vie tout le temps. Donc si vous, jusque-là, vous ne l'avez pas fait, il y a peut-être des bonnes raisons qui sont encore une fois internes à vous, peut-être commencer par les challenger, mais aussi tout simplement de faire en sorte de créer des conversations, non pas d'avoir The Conversation, mais juste, ok, la prochaine fois qu'il se passe un truc en lien avec l'argent, parce que ça arrive tout le temps, surtout si vous avez des ados, peut-être qu'ils ont de l'argent de poche, d'ouvrir la conversation, de voir un petit peu ce qui se passe, de voir un petit peu quelle projection finalement vos enfants ont sur l'argent, parce qu'on a tous des projections. Est-ce qu'ils ont un truc où déjà ils ont peur? Moi par exemple, j'ai 2 filles, elles n'ont strictement pas du tout le même rapport à l'argent. Il y en a une qui garde tout le plus possible, qui est pétée de thunes parce qu'en fait elle ne dépense rien. Okay. Et quand elle dépense, en revanche, c'est pour se faire plaisir. Elle va s'acheter des trucs, tu vois, un peu chers et tout. Elle est un peu dans le truc de, ok, moi, je dépense pas beaucoup, mais quand je dépense, j'ai envie que ce soit de la qualité, tu vois. Okay. Ma fille aînée qui est une poche percée, c'est-à-dire qu'elle a un mal fou à garder l'argent. Elle a besoin de le dépenser. Elle met beaucoup de choses dans son rapport à l'argent autour des émotions. C'est-à-dire qu'elle, finalement, elle achète des trucs pour se remplir elle-même, remplir peut-être un besoin émotionnel qu'elle a. Et on a beaucoup travaillé ces derniers mois avec elle sur le sujet. Et c'était trop intéressant à vivre. Ça ferait de beaux épisodes, du coup. C'est prévu. À la rentrée, on va faire un épisode avec ma fille. Ouais, je suis assez d'accord avec toi. Moi, je sais que nous avec Sarah, du coup, c'est quelque chose que j'ai pas vraiment vécu, puisque tout ce que tu as évoqué là, c'est quelque chose grâce au coaching que je me suis payé. C'est pour ça que moi, je le dis aux gens qui nous écoutent, c'est que pour moi, personnellement, le fait de m'être offert d'avoir investi sur moi, je sais que c'est un grand truc en ce moment de parler d'investir sur soi, mais en tout cas sur ce sujet-là, sur le rapport à l'argent, c'est vraiment une excellente décision que j'ai eue et qui m'a permis aussi d'ailleurs de déverrouiller plein de trucs. Je vais donner un exemple très concret. J'ai 2 neveux et le plus jeune, Néo, il y a pas longtemps, il est venu à la maison et donc on parlait de ce qu'il voulait pour son anniversaire, parce que eux, tu vois, eux, ils ont appris pareil, revenus milieu modeste, ils ont appris à économiser des fois pour s'acheter des plus gros cadeaux. Donc entre Noël et les anniversaires et tout, ils ont appris à économiser. Et donc il était à la maison et en fait le lendemain j'avais une réunion avec mon hébergeur pour un possible sponsoring sur le podcast, avec quand même 14 000 € de contrat net à la clé. Et du coup, mon neveu voulait revenir le lendemain pour jouer à la console avec moi et tout. Et je lui dis, écoute, il n'y a pas de souci, j'ai juste une réunion à telle heure avec les gens avec qui je travaille pour le podcast. Et c'est une réunion importante, il y a beaucoup d'argent en jeu, en tout cas beaucoup pour moi. Et il me dit, ah bon, c'est combien? Et en fait, il pensait que j'allais pas répondre. Et je lui dis, bah écoute, il y a 14 000 € en jeu. Quel âge il a? Il a 14 ans. Ok. Et je lui dis, écoute, il y a 14 000 € en jeu. Et là, il a fait une tête en mode, mais tonton, mais tu gagnes 14 000 € par mois. Je fais, hop, attends. Alors là, tu déroules le truc de, alors c'est du chiffre d'affaires. Voilà, je commence à lui expliquer, en fait. Ouais, c'est trop intéressant. Je lui dis, écoute, en fait, 14 000 €, c'est 14 000 €, c'est pas du tout par mois. Faut pas du tout le voir comme ça. Sur ces 14 000 €, t'enlèves 24,2 d'URSSAF. Ensuite, j'enlève une part de mon impôt sur le revenu. Ensuite, t'enlèves les charges, parce qu'en fait, sur ces 14 000 €, il faut que je prévoie déjà, je vais avoir à peu près 1 500 à 2 000 € de charges dessus pour produire ce qui va me permettre de générer ces 14 000 € de chiffre d'affaires. Donc tu vois déjà... Tu vas payer des gens, c'est ça que tu veux dire? Exactement, je vais payer des gens, je vais payer des déplacements, je vais payer différentes charges. Et je lui dis déjà, tu vois, on arrive déjà presque 50% de la somme qui dégage. Il dit, ah ouais, mais je savais pas. Je dis, bah écoute, on en reparlera si tu veux. De la situation d'entrepreneuriat. Mais en tout cas, je trouve ça bien que tu saches que on peut parler de grosses sommes, ce qui pour nous en tout cas est une grosse somme, sans que ce soit tabou ni rien. Ouais. Et en fait, de lui-même, il m'a dit, mais j'ai jamais parlé de ça comme ça avec personne. Je dis, bah cool. Je dis, il y avait ma sœur qui était là. Je lui dis, bah la prochaine fois, par exemple avec ta mère, si tu veux, parler ouvertement de ces choses-là, il n'y a pas de souci. Ils sont salariés, ses parents? Ouais. Je trouve ça trop intéressant de voilà combien on gagne. Tu vois, ça peut être aussi un truc. Ça peut être hyper intéressant. Surtout qu'ils ont, en plus, en toute transparence, ils ont jamais caché leurs difficultés, tu vois, parce qu'ils ont déjà été au chômage, avec donc des hausses et des baisses de revenus. Ils ont jamais caché leurs difficultés. Leurs enfants travaillent pour gagner de l'argent depuis qu'ils ont 12-13 ans. De manière plus ou moins légale du coup, mais bon bref. Ouais. Ils font quoi? Du babysitting Ils font, enfin tu vois, ils ont aidé dans les champs, c'est un milieu assez rural, ils ont aidé dans les champs. Là il y a des activités un peu foraines aussi, donc où ils tiennent des ventres glisses, tu vois, des manèges, des châteaux gonflables et tout. Et c'est super, parce qu'en plus ça leur apprend le travail, le commerce et tout. J'ai une take là-dessus, mais ok. Ok, on va y aller juste après. Mais toujours est-il que j'ai expérimenté, si tu veux, de parler ouvertement à un enfant de 14 ans.
de mon chiffre d'affaires, de voilà, mais aussi de lui dire pourquoi c'était important spécifiquement dans cette journée. Et en fait, si tu veux, il a tout de suite compris pourquoi est-ce que pendant 1 heure et demie, une réunion passait avant sa présence. Parce que je lui ai expliqué comment était constitué mon chiffre d'affaires et que c'était quelque chose de vraiment important et que je l'aime beaucoup, mais que là, cette heure et demie là, elle était consacrée je suis à autre pas chose. disponible. Et voilà, donc c'était un exemple que je voulais citer. Et toi, du coup, tu disais que tu avais une hot take. Alors, pour les gens qui ne comprennent pas le mot hot take, je vous invite à... Bon, en gros, c'est un sujet un peu tabou, mais vous pouvez avoir... C'est une opinion controversée. Voilà, vous pouvez avoir le détail dans le podcast Le Fab et Mimi Show, dans les premiers épisodes. Ouais, c'est que, en gros, moi, j'ai grandi avec ce truc de l'argent a de la valeur. Et derrière ce truc de l'argent a de la valeur, il y a un pied qui est intéressant, hein, tu vois, qui est vraiment intéressant à discuter. C'est quoi la valeur de l'argent ? La valeur de l'argent, c'est la valeur que tu lui donnes. Et c'est souvent, que tu l'as glissé tout à l'heure, il y a aussi un truc d'estime de soi derrière qui est trop intéressant à aller questionner. Mais moi, j'ai grandi avec ce truc de no pain, no gain. C'est-à-dire que tu ne peux pas gagner d'argent si tu ne souffres pas, si tu n'es pas dans la douleur. Et souvent, dans les milieux ouvriers, ruraux, enfin dans les milieux modestes, moi, mon arrière-grand-père, il était dans les mines. Mon grand-père, il était ouvrier dans le textile. Ils sont morts tous les deux à 53 et 51 ans. Il y a un truc de... Il faut bosser toute ta vie pour finir par mourir. Tu vas bosser, tu vas pas gagner beaucoup d'argent, mais surtout, en fait, tu ne peux pas gagner d'argent si tu ne souffres pas. Tu vas perdre ta vie à essayer de la gagner. Exactement, cette fameuse take de Christian. J'ai grandi avec ça, inconsciemment. J'ai aussi grandi avec ce truc de j'ai pas du tout envie de faire comme mon père. Mon père, je l'ai entendu toute sa vie. Il faisait un boulot qu'il adorait, mais c'était pénible. Il travaillait comme un taré. Il travaillait dans... Alors, il avait upgrade, si tu veux, par rapport à... il s'était amélioré par rapport à ses aïeux, puisqu'il était dans des bureaux déjà, mais il travaillait comme un taré. Il faisait dans les, tu sais, les comptables, donc dans les moments de bilan, etc., il pouvait faire des 80 heures par semaine. C'était débile. Moi, je voyais mon père passer toute la nuit au bureau, rentrer. J'ai un souvenir, vraiment. Il est rentré, il est allé prendre un bain pendant 1 heure, il est retourné au taf. Voilà, Okay. J'ai grandi avec ça, tu vois. J'ai déjà fait. Ouais, mais et en fait, ça m'a marqué. Et je me suis tout de suite dit, ok, moi, je vais trouver un job qui me plaît. Je vais trouver un job qui me fait bander, qui me fait marrer, et qui est hyper important pour moi et que j'ai envie de faire. Le pendant de ça, c'est que comme je prenais un plaisir fou à faire mon travail, bah de ce fait-là, ça valait pas d'argent. Et donc, c'est pour ça aussi que je me suis pas payé pendant des années à la tête de Mademoiselle, quoi. C'est hyper intéressant. C'est hyper intéressant. On en revient à ce que tu disais par rapport au fait que c'est notre rapport à nous, parents, à l'argent d'abord qu'il va falloir interroger. Donc, sincèrement, on le redit, on le répète. Mais encore une fois, j'ai envie de citer André Stern qui dit nos enfants deviennent tels que nous les voyons. Donc, on pourrait leur dire plein de choses sur l'argent, mais ils deviennent aussi tels qu'ils nous voient. Et du coup, ça vaut aussi sur le rapport à l'argent. Sûr. Et là, la question, tu vois, un petit peu plus pratico-pratique que je voudrais te poser, c'est du coup, comment est-ce qu'on peut accompagner nos enfants dans un rapport à l'argent qui serait peut-être plus autonome, tu vois, dans une certaine autonomie du rapport à l'argent, donc au fur et à mesure des années, bien sûr, mais est-ce que du coup, tu vois, parce que tu parlais de, là, pour gagner de l'argent, il faut que ça soit dur et tout, donc ça, c'est quelque chose d'interrogé, mais comment est-ce qu'on peut, justement, tu vois, les amener à acquérir une certaine autonomie dans leur rapport à l'argent, mais toujours en restant dans une relation saine, quoi. Déjà, je crois que l'argent de poche, c'est trop intéressant, parce que ça les oblige quelque part à gérer et à réfléchir à ce qu'ils vont faire avec leur argent. Et ça peut... En vrai, tu peux donner de l'argent de poche très très rapidement à tes enfants, hein. Quelques euros par mois quand ils sont petits, de voir un petit peu ce qu'ils en font, de voir un petit peu aussi ce qu'ils veulent en faire. C'est-à-dire que c'est trop intéressant de voir tout petit ce qu'ils sont déjà en train d'en faire. C'est-à-dire que je parlais tout à l'heure de mes filles, depuis toutes petites, elles font ça. Depuis qu'elles sont toutes petites, elles ont de l'argent de poche. Donc je sais pas à quel âge elles avaient, peut-être 6 ans, tu vois. Et depuis 6 ans, depuis qu'elles ont 6 ans, elles ont le même rapport à l'argent. Il n'a pas bougé. Et elles avaient déjà ça ancré en elles. J'ai pas encore creusé avec ma fille cadette pour l'instant pourquoi elle veut faire en sorte de tout garder. On passe un week-end ensemble le week-end prochain, je crois que ça va être l'occasion d'en parler un peu. Mais avec ma fille aînée, il y a un vrai truc où elle-même pigeait qu'elle avait besoin de remplir. Tu vois, elle me dit c'est pour me remplir, d'accord. Mais il y a plein de gens qui font ça. Il y a plein de gens qui achètent l'amour. J'ai fait cet épisode avec Juliette Katz où j'ai pris un petit bout pour le mettre sur mon Insta, où elle racontait qu'elle allait acheter des sneakers et des Mars au collège. Ça lui fait monter une émotion folle d'ailleurs, parce qu'en fait, avec ses sneakers et ses Mars, elle allait quelque part acheter l'amour de ses copains. Qu'elle donnait à ses copains, en fait. Elle les donnait, voilà. Ouais. Et c'est
tellement touchant parce que ça en dit tellement long sur ce que tu vas faire à ce moment-là. Tu vas acheter de l'amour, quoi. Elle parlait de son fils d'ailleurs quand elle était absente, elle revenait avec plein de cadeaux Ouais, exactement. pour acheter finalement compenser la présence, quoi. Compenser sa culpabilité. L'absence plutôt. Et au Compenser final, sa et culpabilité. au final, sa C'est ça le sujet. culpabilité, tout à fait. Mais alors du coup, l'argent de poche, Ouais. soyons très concrets, tu vois, je veux dire, l'argent de poche, on le donne, donc toi tu conseilles, si on peut, de donner de l'argent de poche dans la mesure de nos moyens, on va dire. Mais du coup, est-ce que l'argent de poche, à un moment, est-ce qu'il doit devenir conditionné à des tâches dans la maison? Est-ce que non? Est-ce que, tu vois? Ah, ça, c'est vraiment. J'ai pas de règles à donner par rapport à ça. Moi, je trouve que donner de l'argent de poche en échange de notes, ou de bonnes notes, bien sûr, ou donner de l'argent de poche en échange de tâches à faire qui sont dans la maison, je trouve que ça vient créer un rapport à l'argent qui est conditionné par des tâches que tu as à faire, qui pourrait tout simplement faire partie de la vie. De l'éducation autre que celle à l'argent, quoi. C'est ça, pour moi, c'est la vie, c'est le vivre ensemble en fait. Mhm. C'est que demain, tu auras ton appart tout seul, il y a personne qui va te donner de l'argent si tu fais le ménage, quoi. Tu vois, c'est juste par rapport à l'environnement dans lequel tu as envie d'évoluer. On est tous ensemble. Pour moi, je suis plutôt pour faire un tour de table ou enfin, tu vois, un tour pour mettre la table. Ou si vous avez plusieurs enfants, si vous avez des ados, ça peut être un truc qui peut fonctionner. De plutôt mettre ce cadre-là plutôt que de le conditionner à de l'argent, parce que je trouve que ça vient tout de suite créer une sorte de monnaie d'échange. Et de pouvoir aussi. Effectivement. Parce que tu peux priver d'argent de poche aussi. Exactement. Donc tu peux venir dire non, en fait, si tu fais ça, tu n'auras pas d'argent, quoi. Ce qui est toujours étonnant parce que tu donnes. C'est intéressant aussi parce qu'il y a des parents qui conditionnent aussi l'argent de poche à ce que tu vas en faire toi en tant qu'enfant, à ce que leurs enfants vont en faire. J'ai une amie dont les parents ont filé un gros chèque à leur fils pour qu'il achète un appart, premier appart. Bon, adulte et tout, c'est trop intéressant. Et lui, il s'est maquillé avec une femme, tu vois, et ils sont mariés et tout. Il a décidé de faire 50-50 de l'achat de l'appart. En gros, il va lui donner la moitié de l'appart. Ok, les darons, ils étaient ultra vénères. Ils étaient en colère contre lui parce que, en gros, il était en train de diluer quelque part le capital familial avec cette nana qui est certes sa femme, tu vois, mais de ce fait-là, qui fait sortir l'argent tout simplement du cadre familial, noyau, quoi. quoi. Ouais, du noyau. Et je trouvais ça trop intéressant de se dire, ok, tu donnes de l'argent à tes enfants, mais tu es aussi en train de les juger s'ils en font pas ce que toi Grave. tu as envie, quoi. C'est vraiment fascinant. Mais donc, ouais, après, pour moi, quand ils grandissent, c'est vraiment de réfléchir aussi à. Non, par exemple, tu vois, je vais encore parler de moi, mais en gros, ma fille aînée a l'habitude de faire des PowerPoint pour nous vendre, entre guillemets, des projets. Ok. Donc elle vient, elle a fait un PowerPoint. C'est son idée, hein. Tu vois, c'est pas nous qui lui avons dit, alors tu nous feras un PowerPoint pour lundi 8h. Hein. C'est juste à un moment donné, elle s'est dit, ok, comment je fais pour. J'ai envie de leur vendre, entre guillemets. On aime bien venir leur dire, ok, c'est quoi ton projet, quoi. Tu vois, arriver à 17-18 ans, c'est cool aussi de venir dire, ok, tu as envie de faire ça, mais explique-nous un petit peu pourquoi tu as envie et tout. Elle nous a fait un PowerPoint parce qu'elle avait envie de s'acheter une carte illimitée. Elle veut aller au cinéma, tu vois. Donc elle s'est dit, ok, je veux investir 20 balles et tout. Et elle voulait qu'on lui paye la moitié de sa carte, donc 10 euros par mois, en plus de son argent de poche, hein, parce qu'en plus, elle a déjà de l'argent de poche. Et en fait, j'ai trouvé un deal avec elle, que je lui ai proposé à sa mère, parce qu'on va ensemble de temps en temps au cinéma, et donc jusque-là, je lui payais sa place quand on allait ensemble, quoi. Tu vois, c'était cool. Et donc, je lui ai dit, écoute, moi, si tu veux, ce que je peux faire, c'est que je te paye pas la moitié, tu payes l'intégralité, mais si on va ensemble, toi et moi, au cinéma pendant le mois, je te file 5 balles. Comme ça, je te paye globalement la moitié de ce dont tu aurais besoin. Et elle me dit, ok, si on y va 3 fois, tu me files 15 balles. Je dis, non, une fois. Normal, elle tente. Elle a raison. Elle a raison. Moi, j'aurais jamais osé tenter. Elle a raison. Donc, je suis trop fier qu'elle ose tenter, qu'elle ose dire, non, mais en vrai, tu me files 15 ou juste tu me files 5. Et je dis, non, dans la limite d'un par mois. Et de ce fait, si tu vas aussi avec ta mère, en fait, elle te file aussi 5 balles. On était tous les deux d'accord, on s'est mis d'accord. Et donc, en gros, elle se retrouve avec 10 balles si on va une fois par mois. Parfois, on y va plus. Mais tu vois, il y avait un peu une sorte de négo, quoi, tu vois, qui s'est joué. Et à la fin, elle était trop contente. Moi, j'étais là, c'est cool aussi, on a trouvé un système qui est cool. Mais en revanche, elle n'oublie jamais. Hein. Le jour, on est allé au cinéma, elle était là, tu n'oublieras pas mes 5 euros. Je dis, oui, t'inquiète pas. Mais c'est cool aussi parce que je crois que moi, quand j'étais gamin, j'avais peur de demander. Mais je crois que c'est important et de comment ça joue. Moi, je sais que quand j'étais gamin, j'avais de l'argent de poche. Je crois que je devais avoir 50 francs.
par mois. Mhm. 7,50 €. Voilà. Mais ensuite, à côté de ça, quand je réalisais certaines tâches, je pouvais être rémunéré. Alors, Ok. pas les tâches de la maison. C'est vrai que j'aime bien cette idée que tu as avancée. C'est pas parce que je l'ai vécu spécialement, mais parce que je trouve ça intéressant que l'argent de poche soit normal et détaché de la vie ensemble et des tâches de la vie ensemble, comme le fait de faire le ménage, la vaisselle ou des tâches domestiques du jardin ou quoi. Mais en tout cas, je sais que c'est arrivé en fait que tout simplement mon père oublie de me donner la thune et que je n'ose pas Tu n'osais pas demander. la demander. Parce Bon. que tu disais que. Ceux qui écoutent vraiment ton podcast savent que je disais du shit à ce moment-là, donc je me débrouillais différemment. Mais, Cédric a sorti des doses. mais n'empêche que ça arrive aussi d'être privé d'argent de poche. Et ça, c'est intéressant. Et je voudrais juste ramener mon histoire personnelle aussi là-dedans. C'est que derrière, moi, j'ai travaillé chez McDo, où j'étais relativement bien payé par rapport au non-bagage du diplôme que j'avais. Mais en effet, on avait une partie de base, salaire de base, si tu veux, qui était assez, qui était normal. C'était un Et en SMIC. fait, c'était un petit peu plus. Ok. Plus tu montais en niveau, Oui. bien sûr, plus tu étais au-dessus. Mais en tout cas, on avait une grosse partie du salaire, un bon 30%, En qui prime. était en prime facultative. Et du coup, en fait, quand tu faisais une erreur dans le mois, plus ou moins grosse, on va dire, eh ben, on pouvait te sucrer ta prime. Et ça, en fait, du coup, ça me paraissait acceptable parce que on m'avait privé d'argent de poche étant petit, si tu veux. Après, si c'est une prime à. Je tu jette vois- pas la pierre à mon père, si tu veux. Oui. Non, mais c'était. Je suis pas en train de parler de prime de performance. C'était genre, t'as mal répondu à ton supérieur hiérarchique. Ok. Tu t'es pris la tête avec lui, tu pouvais perdre de l'argent. Ah, ok. Tu vois, c'était vraiment un Donc truc la prise de tête, en plus, elle est juste. C'est en tu vois. face. Et puis, C'est le gars qui décide, quoi. Et puis t'as pas le droit à l'erreur. Chose, par exemple, je te donne un autre exemple, à la Fnac, quand je travaillais à la Fnac, j'ai halluciné en fait parce que je crois que mes 2-3 premiers mois, j'étais hyper flippé en fait de mon salaire à cause de ce que j'avais connu chez McDo, tu vois. Et grosse discussion avec ma supérieure hiérarchique qui me dit Cédric, ça va pas du tout là, t'es hyper flippé sur. T'as trop peur de l'erreur, quoi. Et en fait, elle m'a montré que, mais sachez-le, à la Fnac, en fait, dans la charte, il y a écrit que tous les salariés, peu importe leur niveau de qualification et de responsabilité, ont droit à l'erreur et qu'ils ne peuvent pas être sanctionnés pour une erreur d'un type qui se produit une fois, tu vois. Quand ça se reproduit tout le temps la même connerie, c'est notre sauce. Et en fait, moi j'ai halluciné de lire ça, tu vois, d'écrit et tout. Mais surtout, c'est pas. Généralement, quand tu fais une erreur dans une boîte et que tu fais plusieurs fois l'erreur, on va pas venir te sucrer ton. Non plus, tu vois. Ton salaire, on va pas venir te dire, Exactement. ok, je t'enlève ça de ton salaire il était dû à la fin du mois. Là, ce qui est intéressant, c'est que chez McDo, il y avait un truc de prime. Mais comme tu dis, c'était pas une prime à la performance. Moi, j'ai tout de suite projeté ça. C'est pas ça. C'est plutôt. Non, parce que ça, la prime à la performance, tu vois, je l'ai connue ailleurs, y compris à la Fnac. Oui. Et en effet, mais là, tu as des indicateurs, c'était très précis, c'était très objectif. Là, c'était, tu t'es pris la tête avec ton directeur dans le resto, il peut te sucrer. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en plus, ça venait te dire que t'étais pas une assez bonne personne. Tu as la valeur de soi-même et tout, tu vois. Ça venait vraiment chercher des trucs. Mais de la même manière que supprimer l'argent de poche de son gamin. Alors, potentiellement, si c'est parce que, je sais pas, tu t'es aperçu que ton gamin avait acheté 3 bouteilles de vodka avec et qu'il s'était bourré la gueule, je sais pas si ça peut pas être intéressant d'agir là-dessus. Moi, là, pour le coup, moi, je questionnerais ça. C'est-à-dire, je suis très d'accord avec toi. Mais si c'est juste parce que il a eu une mauvaise note et que tu décides pour le punir de sucrer son argent de poche, ça n'a rien à voir. Voilà, tu vois, je trouve que ça crée un lien à l'argent où ça vient chercher sur sa valeur, sur son être et tout, tu vois. Oui, après, c'est pas parce que tu sucres l'argent de ton gamin parce qu'il s'est acheté des bouteilles de vodka qu'il va arrêter de picoler. Hein. C'est pas ce que je dis. Non, mais c'est trop intéressant. Ce serait plutôt. Mais je vois la logique, tu vois. Oui, et je suis même en accord avec cette logique. Parce qu'il y a des parents qui pourraient faire ça. Mais vous n'êtes pas en train de régler le problème. Non, bien sûr. Le problème, c'est un problème d'addiction à l'alcool et que ça n'a strictement rien à voir avec l'argent. En revanche, effectivement, à ce moment-là, trouvera un moyen de toute façon. Il trouvera un moyen de picoler autrement. Et j'en suis un bon exemple. Tout à fait. Donc, allez écouter l'épisode de Cédric dans Histoire d'argent, c'est intéressant. Mais voilà, tout ça pour dire que c'est vrai que cette histoire d'argent de poche, je trouve que c'est intéressant les sujets là qu'on a déjà balayés, l'argent de poche, le fait de le conditionner ou pas aux tâches domestiques, etc. Je trouve que c'est vraiment intéressant, que ça apprend plein de choses. Et pour finir, toi Fabrice, parce que tu nous as déjà parlé du rapport à l'argent avec tes filles qui a évolué, mais si tu pouvais revenir, je sais pas, genre 10 ans en arrière, qu'est-ce que tu changerais peut-être même sur ton rapport à l'argent à toi, et qui influerait sur celui que tu transmets à tes filles? Tu vois, dans l'idée aussi d'influencer ce que tu as transmis à tes filles. Je calmerais ma peur de manquer. Ouais. Je regarderais ce que mes parents m'ont transmis, qui était effectivement criblé de peur de manquer, de
ce fameux truc de tu peux pas gagner d'argent si tu souffres pas. Je te disais tout à l'heure, en fait, je me rends compte que si j'avais commencé à travailler ça au tout début de Mademoiselle, j'aurais pas du tout vécu la même aventure entrepreneuriale, quoi. Hmm. Et derrière, comme j'étais dans la douleur et dans le sacrifice, je sais que je mettais mes filles et ma vie familiale en deuxième. À chaque fois, c'était d'abord Mademoiselle, parce que Mademoiselle, c'était le sacrifice total. Il fallait que je me sacrifie pour Mademoiselle. Je me sacrifiais beaucoup moins pour mes filles et pour ma femme, quoi. Parce qu'il y avait un truc de mission derrière ça qui était lié à l'argent, tu vois, qui était certes très personnel, lié à l'identité, lié à l'ego de vouloir réussir le projet entrepreneurial, etc. Mais j'avais beaucoup moins de scrupules à zapper des vacances parce que je pouvais pas partir en vacances. Tu vois, souvent, les filles. En fait, c'était horrible parce que Hyper intéressant. les filles partaient en vacances. En février. Souvent, Kat, donc mon ex-femme, elle les emmenait pendant quelques jours à droite, à gauche. Et moi, j'étais là, non, mais je peux pas y aller. Je peux pas y aller parce qu'il y a tel et tel truc. Parce qu'il y avait toujours des trucs. Mais est-ce que vois. tu payais Ah non, mais pour ces vacances? alors là, on n'a pas parlé. Mais alors, si vous voulez aller écouter mon podcast, enfin mon épisode, parce que je suis passé dans l'histoire d'argent, mais non, le vrai truc, c'est que moi, je me suis pas payé pendant 7 ans. Donc, il y a eu 2 ans où c'était Pôle emploi, la NPE à l'époque, je crois que ça s'appelait encore la Ouais, NPE. c'est ça. Donc là, c'était à peu près normal. Mais en fait, les 5 années qui ont suivi, je ne me payais pas parce que ma femme à l'époque avait monté un business, elle, 1 année avant moi dans l'immobilier, qui cartonnait, qui surfait sur la vague de l'immobilier qui marchait super bien à Lille. Elle a gagné beaucoup d'argent avec sa boîte. Et en fait, moi, j'étais dans ce truc de je préfère investir dans le projet plutôt que de me payer moi. Donc j'embauchais plutôt quelqu'un plutôt que de me payer moi. Mais, Ça a mais peut-être. tu payais pas non plus les vacances pour tes filles, du coup, alors. Ah mais non, Ok. c'est elle qui payait tout. Ah, ouais. Ah non, non. Ah non, non, oui, j'étais. Si encore, tu vois, j'étais dans ce truc, non mais t'inquiète, moi je paye tout et tout. Non, pas du tout. C'était que du sacrifice et c'était du sacrifice en plus que je ne me payais pas. Donc ma femme avait tout sur les épaules, quoi. Et comme en plus, j'ai eu la super bonne idée, n'hésitez pas, faites ça, à marier une femme sacrificielle. Elle prenait tout sur les épaules. Et elle ne se plaignait bien sûr jamais. Horrible, tu vois, avec le recul, vraiment. C'est que, en plus, enfin, moi, je trouvais que de mon côté, c'était hyper simple parce qu'il y avait un peu ce truc de si c'est compliqué pour toi, tu me le diras. Et c'est d'une manière générale ce que je fais avec les gens, tu vois. C'est si tu as un souci avec moi, tu viendras me le dire. J'avais pas du tout capté qu'elle était à ce point-là dans le sacrifice à l'époque et que elle était à ce point-là dans non, mais elle prend tout sur les épaules. Et jusqu'au jour où elle a fini par me dire, tu sais, j'aimerais bien quand même que tu finisses par te payer sur la boîte. J'ai fait ah ok bah ouais pas de problème alors pas de souci mais moi je n'avais aucune velléité de me payer et il y avait même un truc où c'était vachement plus simple pour moi de pas me payer puisque ça permettait d'avoir plus d'argent dans la boîte, d'avoir plus de trésor dans la boîte, qui permettait de pouvoir payer tout le monde d'abord et puis moi à la fin je prenais ce qui restait et surtout ça me détendait ma peur de manquer. Et d'un autre côté il y avait aussi autre chose je crois dont il faut que je parle, c'est que mon père m'a dit toute sa vie que les patrons c'était tous des salauds parce que ils s'en foutaient plein les fouilles et qu'ils en branlaient pas une. Pareil. Et donc par loyauté envers mon père, j'ai bossé comme un taré et en tant que patron, je me suis jamais payé. Et c'était vachement plus simple pour moi de ce fait-là de payer tout le monde mal. Tu vois, aujourd'hui, si c'était à refaire, je changerais totalement de façon de faire. C'est intéressant parce que ça changerait aussi très certainement ton rapport avec tes enfants. C'est que peut-être que tu les prendrais ces vacances avec tes filles. Exactement. Parce qu'en Ces fait, vacances que tu n'as pas passées avec tes filles. Exactement. Mais c'est sûr et Tu certain. vois. Et je déteste vivre dans le regret, tu vois, parce que c'est Bien pas sûr. du tout une façon de faire, mais je sais aussi que j'ai raté plein de moments avec elle, que j'ai compensé par d'autres choses, que j'ai compensé par d'autres moments, mais j'ai raté plein de moments avec elle que je ne rattraperai jamais. Et l'un des trucs que j'ai compris aussi en travaillant ma relation à l'argent, c'est que, en fait, l'argent, il va, il vient, je le disais tout à l'heure, mais en fait, le temps, tu le rattrapes jamais. Tu peux perdre de l'argent à un moment donné, tu en regagneras plus tard. Le temps, tu peux pas. Tu vois, mes filles aujourd'hui, elles sont grandes. Là, j'ai sans doute ma fille aînée qui, si Parcoursup le veut bien, elle va venir faire ses études à Paris. On va passer, elle va venir vivre chez moi. Je suis trop heureux. Mais je sais que on a dû recréer cette relation-là au forceps après le divorce, parce que moi j'avais plus de temps, j'étais plus lié à Mademoiselle parce que ça s'est fait en même temps. Ça m'a détendu de ouf sur le temps que je pouvais passer avec mes filles. Mais comme on avait divorcé, et que moi, ma vie, elle est globalement ici à Paris, et que elles, leur vie, elle était à Lille, on se voyait pas beaucoup, quoi. Donc, on a recréé ça au fil du temps. Mais c'est vrai que s'il y avait réfléchi à ma relation à l'argent,
j'aurais été beaucoup moins, et ma relation au travail, parce que ça va avec ça, Bien entendu. j'aurais été beaucoup moins dans il faut souffrir pour gagner de l'argent, quoi. Parce qu'en plus, non seulement je souffrais, mais en plus, j'en gagnais pas. Donc, vraiment, la double peine, quoi. Merci beaucoup, Fabrice. Merci, Cédric. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous invite à vous abonner au podcast sur votre plateforme préférée et à me retrouver sur Instagram, TikTok, Facebook et sur le blog papatriarca.fr. À bientôt.